Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire sur les leviers des dispositifs d'épargne salariale spécifiques au secteur du BTP. Donc, pendant cette heure, donc le webinaire va durer jusqu'à 10h30. Nous allons parcourir l'ensemble des dispositifs assez spécifiques au secteur du BTP dans le cadre donc, de l'épargne salariale. Donc, avant de commencer, je vais vous faire une brève présentation de Regard BTP ainsi que des chiffres clés. Donc, Regard BTP est la filiale du groupe ProBTP, coordonnant donc l'épargne salariale depuis plus de 40 ans. Nous sommes un organisme paritaire, nous concevons, commercialisons et gérons. Lui, là, il m'a partagé son dossier. L'épargne salariale. Donc, veillez à bien couper vos micros. Hein. Je vais ouvrir. Ouais. Voilà. Fait chier. Je ne sais pas si je suis la seule, mais j'ai plus de micro. Il n'y a plus de micro. Ça y est, c'est revenu, mais oui. Je pense que tous les micros ont été coupés et le tien également, en fait. Voilà, Non, là, tu n'en as plus non plus. Vous nous entendez, là, maintenant, on vous réentend, oui. Vous nous réentendez, là, oui. Oui. Ok, bon, parfait. Bien. On va pouvoir poursuivre. Merci. Donc, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié. Nous sommes donc appuyés par des réseaux de distribution sur le BTP, comme ProBTP, BTP Banque et SMA BTP. Et les fonds que nous proposons aujourd'hui sont gérés directement par ProBTP Finance. Alors, en chiffres clés, Regard BTP, c'est à peu près 3 milliards d'encours en conservation, 300 000 porteurs, 21 000 entreprises et 27 fonds diversifiés et d'actionnariat. Donc, je vais laisser la parole à François qui va vous présenter la première spécificité concernant la simplification des démarches. Merci Souela. Bonjour à tous. Alors moi, je suis François Mbel. Je fais partie de l'équipe des chargés d'affaires de Regard BTP, dont la mission est d'accompagner l'ensemble des réseaux cités dans la présentation des dispositifs d'épargne salariale, accompagner les clients dans la mise en place, dans le suivi et dans la vie de leur dispositif, parce qu'un dispositif d'épargne salariale, ça peut évoluer. Chaque entreprise, pendant son cycle de vie, peut en faire quelque chose de différent, l'améliorer au cours des années. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours sur l'épargne salariale, de vous expliquer ce qu'est le plan à 5 ans, ce qu'est le plan retraite et ainsi de suite. L'idée, c'est plutôt de montrer quelles sont les spécificités de l'épargne salariale du bâtiment et des travaux publics, du BTP, et de voir comment nous, le groupe ProBTP, Regard BTP, nous sommes en mesure de vous accompagner en la matière. Très clairement, la première idée, c'est de bien avoir en tête que pour nous, l'épargne salariale, ça fait partie de l'offre globale de ProBTP. Et ça, c'est un facteur de simplification tant pour l'entreprise que pour les salariés de la gestion de leur dispositif. Pour rappel, ProBTP, c'est l'Institut de prévoyance du bâtiment et des travaux publics. Ce groupe de protection sociale, notre groupe de protection sociale, dispose d'une offre complète en assurance, en santé, en prévoyance bien sûr, en assurance IRD, et puis en épargne individuelle et bien sûr collective, c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui. Donc, pourquoi on met ça en avant? Parce que mettre en place un dispositif avec nous, ça va permettre quoi? Ça va permettre aux entreprises qui travaillent déjà avec nous pour tout ce qui est santé, donc mutuelle, d'avoir accès
accès aux informations, aux dispositifs par les mêmes canaux d'information. Donc, les mêmes canaux d'information, ça va être le même site avec les mêmes codes, les mêmes identifiants. Donc, ça, c'est intéressant pour les entreprises parce que ça va leur simplifier la vie, si vous me permettez l'expression. Et puis, c'est aussi important pour les salariés. Parce que pour un salarié, pour avoir sur le même site, via le même site, accès à toutes les informations, à toutes les opérations liées à sa santé et liées à son épargne salariale, ça va lui permettre très simplement de mieux s'approprier l'ensemble de ces dispositifs et bien sûr celui de l'épargne salariale. Donc, un premier canal d'information qui va effectivement, je me répète, mais c'est important, simplifier la vie tant des entreprises que des salariés. Et puis, vous restez dans l'univers ProBTP. Donc, si vous travaillez effectivement avec ProBTP, ce sera le même interlocuteur, donc le même délégué départemental, le même conseiller artisan qui pourra évoquer avec vous, mettre en place avec vous les dispositifs d'épargne salariale qui seront adaptés à aux structures de vos clients plutôt. Donc, ça, ce n'est pas non plus à négliger. On rentre vraiment dans une démarche globale d'accompagner les entreprises et les salariés sur tous ces thèmes-là. Point important, effectivement, les délégués départementaux, les conseillers artisans, voire les référents et les conseillers SMA, ainsi que les conseillers bancaires de BTP Banque. Nous avons vocation chez Regard BTP à les accompagner, à les aider. On ne les laisse pas seuls et dès qu'un dispositif a nécessité à être plus technique, dès que l'entreprise a des questions entre guillemets un peu plus pointues, ils pourront se faire accompagner par les équipes de Regard BTP. Dernier point, et ça c'est une particularité, en tout cas c'est une spécificité, et on va le voir en détaillant ce que sont ces fameuses spécificités. Regard BTP a vocation aussi à ne pas laisser, j'emploie souvent cette image-là, les entreprises en race campagne, en leur disant allez, mettez en place un dispositif et puis après débrouillez-vous. On va accompagner les entreprises dans tout le processus de mise en place des dispositifs en rédigeant, si besoin, les documents nécessaires qui seront conformes et juridiquement valables. Et puis, on accompagnera aussi, on en reparlera, les entreprises dans la présentation du dispositif aux salariés. Parce que c'est toujours important pour un salarié, quand bien même c'est une structure qu'il connaît déjà, de voir un peu et de pouvoir échanger avec les personnes qui ont proposé et qui ont mis avec leur employeur en place les plans d'épargne et les modes d'alimentation dont nous allons décrire certains. Voilà, un peu long là-dessus, mais c'était vraiment pour que vous ayez et réinsister sur, ça devient un bien grand mot, mais la philosophie de l'épargne salariale du bâtiment et des travaux publics. Donc, une épargne salariale, on verra, réfléchie par les acteurs du BTP pour les entreprises du BTP. Alors, première particularité, première spécificité qui est assez importante et dont on ne parle pas assez et qui pourtant peut avoir un impact dans la gestion au quotidien des entreprises, c'est le transfert des jours de congé que des salariés n'auraient pas eu le temps de prendre. Et c'est quelque chose qui est, comme on le voit là, complètement légal. Ça veut dire que chaque salarié, s'il n'a pas eu le temps de prendre tous ces jours de congé, alors on sait bien qu'un salarié doit absolument prendre 4 semaines de congé par an, ça c'est obligatoire et c'est légal, mais à partir du moment où il n'a pas pu prendre tous les jours de sa 5e semaine de congé payé, où il n'a pas pu prendre effectivement ses jours d'ancienneté, s'il a des jours d'RTT, où il n'a pas pu prendre tous ses jours d'RTT, le salarié peut, avec l'accord de l'entreprise, s'il y a un plan d'épargne en retraite collectif mis en place dans son entreprise, il peut, avec l'accord de son employeur, demander à monétiser ses jours de congé. Alors ça, c'est très bien, mais vous allez me dire, mais comment font les entreprises qui, elles, travaillent en termes de congé avec la CIBTP? Voilà, une des particularités des acteurs du bâtiment en la matière, c'est que Regard BTP travaille avec la CIBTP et a travaillé avec la CIBTP pour mettre un système fluide d'échange en la matière. Ça veut dire que quand bien même vous avez déjà envoyé à la CIBTP les montants de salaire, de charges patronales et bien sûr de charges sociales correspondant au jour de congé de vos salariés, et si certains des salariés n'ont pas eu le temps de prendre toute leur 5e semaine, n'ont pas eu le temps de prendre tous leurs jours d'ancienneté,
ils ne pourront pas transférer, monétiser, comme on dit, les jours de fractionnement, mais sur les typologies de journées précitées, ben, vous pouvez, avec le salarié, demander à la CIBTP le transfert, la monétisation de ces jours de congé vers le PER que vous auriez mis en place chez Regard BTP. Et ça, c'est une opération très simple, on va le voir. Hein. Nous allons même vous montrer le document à utiliser en la matière. C'est très simple parce que le flux financier passera directement de la caisse à Regard BTP sans avoir à faire une étape dans la comptabilité de l'entreprise. Quelque chose de très simple à mettre en place, quelque chose qui peut effectivement pour l'entreprise être un outil intéressant de gestion du temps de travail. Alors déjà, pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise? Or, c'est une BTP, parce que quand le salarié va demander et quand il aura l'accord de l'entreprise de transférer, donc de monétiser les jours de congé qu'il n'aurait pas eu le temps de prendre vers son plan d'épargne retraite, il va avoir des avantages en termes de gestion fiscale et en termes de gestion sociale pour ces sommes-là. Donc, on partira à chaque fois du montant, si le salarié, par exemple, dit je veux transférer 2 jours que je n'ai pas eu le temps de prendre sur mon PER, on partira du brut du salarié au moment de sa demande, donc à quoi correspondent 2 jours en salaire brut. On va effectivement impacter à l'entreprise des charges patronales plus légères, parce qu'au lieu d'avoir environ 45 à 50% de charges patronales, l'entreprise verra ses charges baisser d'environ 20%, donc ce sera plutôt sur un seuil entre environ 25% de charges patronales. Le salarié verra ses charges salariales allégées d'environ 8%. Et puis, c'est une somme qui, tant à l'entrée du PER qu'à la sortie du PER, ne passera pas par la case impôt sur le revenu. Donc, c'est quoi? C'est pour le salarié le moyen de ne pas perdre ses jours de congé. C'est pour l'entreprise le moyen, envie de dire, de rémunérer des jours de travail supplémentaires sans que c'est d'impact sur l'impôt sur le revenu. Et puis, j'ai envie de dire, tout le monde est gagnant dans l'histoire, parce que le salarié, lui, va pouvoir épargner pour préparer sa retraite. L'entreprise, elle, verra la CIBTP lui renvoyer le montant des charges trop percé, parce que les clients, effectivement, qui travaillent avec la CIBTP versent en préalable toutes les sommes relatives aux congés payés. Donc, une démarche intéressante, une démarche qui peut être mise en place effectivement à chaque fois pour toutes les entreprises qui ont adhéré au plan d'épargne retraite Regard BTP. Il n'y a aucun sujet, il n'y a pas de manip supplémentaire à faire, il n'y a pas de contractualisation supplémentaire à faire. Il suffit de remplir ce document et ça générera un flux direct. Madame Béliard, vous aviez une question. Si vous pouvez la mettre sur le chat, ce sera peut-être plus simple. Oui. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Hein. Ça nous permettra de les gérer plus facilement. Donc voilà, donc ça veut dire que effectivement, vous trouverez, pour reprendre à l'explication de cette démarche, vous trouverez effectivement les informations, en tout cas le document nécessaire, le bulletin, sur le site de chacune de vos caisses de la CIBTP, des caisses de la CIBTP de nos clients. Là, vous avez l'exemple de celle de la région Méditerranée, et c'est valable effectivement dans chacune des caisses. Qu'est-ce que je veux dire derrière? Je repars, je fais une petite marche arrière, c'est pas bien, mais effectivement, on n'a pas évoqué la présence ou pas la présence d'un compte épargne-temps. La démarche que je vous ai donnée, elle est valable directement de la caisse des congés payés pour toutes les entreprises qui n'ont pas mis en place de compte épargne-temps. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que cette démarche de monétisation, de transfert des jours de congé, elle peut se faire dans des entreprises de toute taille parce qu'il n'y a absolument pas la nécessité de mettre en place un compte épargne-temps. Nous sommes plutôt, nous, pour les petites structures, dans la démarche de leur dire, vous embêtez pas à mettre un compte épargne-temps. Nous avons mis en place un flux naturel, entre guillemets, entre la CIBTP et nous, pour la gestion de ces jours de congé non pris. Donc, pas besoin de s'enquiquiner, entre guillemets, à mettre un compte épargne-temps pour ça, pour l'épargne des jours. En revanche, si une entreprise, souvent plus importante, a déjà un compte épargne-temps,
le transfert des jours de congé est tout à fait possible de la CIBTP au compte épargne-temps, mais la démarche et le flux sera, entre guillemets, un peu moins naturel. Et derrière, il faudra absolument que les flux qui auront vocation à être épargnés sur le PER passent par le compte épargne-temps. Donc, ce sera une démarche en 2 étapes. Je transfère mes jours de congé non pris sur le compte épargne-temps, comme il est prévu dans le règlement du compte épargne-temps. Et une fois qu'ils sont dans le compte épargne-temps, le compte épargne-temps, lui, aura prévu plusieurs modes de sortie. Paiement en direct sous forme de salaire avec la fiscalité habituelle, conservation de séjour pour ensuite permettre par exemple à un salarié de partir plus tôt à la retraite, ou, et ça il faudrait que ce soit inscrit dans le règlement du compte épargne-temps, possibilité de transférer sur un PER. L'avantage de notre formule, c'est que sans passer par le compte épargne-temps, ça évite à l'entreprise de se créer un passif social. Ça, c'est pas à vous que je vais apprendre l'histoire, mais effectivement, la création d'un compte épargne-temps peut va générer par nature un passif social, et un passif social qui peut parfois prendre des proportions un peu trop importantes par rapport à la taille de l'entreprise si les salariés mettent du temps à profiter des jours de congé qu'ils ont pris. Donc, le petit bulletin, effectivement, que vous pouvez utiliser, que je vous invite à aller chercher sur le site de chacune de vos caisses de congés payés du bâtiment. Et puis une reprise, effectivement, des avantages, hein, tant pour l'entreprise que pour les salariés. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, cette possibilité est ouverte tant dans les vieux PERCO qui existaient avant la loi Pacte que dans les nouveaux PER. La démarche est exactement la même. D'ailleurs, les bulletins de la CIBTP emploient encore le terme PERCO. C'est exactement la même histoire, c'est exactement la même fiscalité. Donc, avantage de la démarche, hein, plus de souplesse pour l'entreprise en termes de gestion de ses jours de congé. Une entreprise, quelle que soit sa taille, qui trouve une solution auprès de ses salariés qui n'ont pas le temps ou à qui on demande de ne pas prendre, c'est tenté qu'on puisse le faire officiellement, on est bien d'accord, mais qui ne prennent pas tous leurs jours de congé. C'est dans une limite de 10 jours par an, parce que effectivement, l'entreprise peut aussi venir déposer des jours de RTT. Alors là, ça ne passe pas par la caisse de congés payés, mais des jours de RTT que des salariés n'auraient pas pris, ils peuvent, avec l'accord de l'entreprise, les placer sur un PER, ça c'est aussi possible. Et dans ce cas-là, il y aura un impact direct sur la trésorerie de l'entreprise. Des avantages sociaux et fiscaux qui ne sont pas négligeables parce que ça permet quand même aux salariés de pouvoir épargner sur son dispositif retraite sans passer par l'impôt sur le revenu. Et puis, on parle d'abondement, effectivement, dans cette démarche parce que les jours de congé peuvent être abondés. Ça veut dire que l'entreprise peut inciter les salariés à avoir cette démarche en disant, écoutez, moi, à chaque fois que vous demandez le transfert, la monétisation d'un jour de congé sur le PER, nous allons vous proposer un abondement. Alors, c'est jamais un abondement, vous savez que l'abondement va jusqu'à 300%. Ce ne sera jamais un abondement de 300%, mais ça peut être un abondement de 20% qui va correspondre, grosso modo, à l'économie de charges dont l'entreprise bénéficiera avec ce système. Donc, à ISOCOU, une entreprise peut accompagner les salariés, motiver les salariés à profiter de ce levier qui n'est pas inintéressant pour eux et qui va leur permettre, je me répète, mais d'épargner pour leur retraite sans passer par l'impôt sur le revenu. Donc, pour le salarié, on l'a vu, hein, une épargne qui se constitue, qui permet, en leur permettant de ne pas perdre leur jour de congé. Donc ça, c'est important, on transforme le temps en argent. Pour le coup, c'est une démarche plutôt sympathique. Ça va contribuer à alimenter leur plan d'épargne retraite. Et ça peut être un peu un starter aussi pour les salariés, parce qu'ils vont se constituer de façon indolore, parce qu'il n'y aura pas eu de flux qui viendra de leur compte, ils n'auront pas été piochés sur leur compte bancaire, ils pourront aller se constituer une épargne pour leur retraite. Alors, ce n'est pas ça qui leur permettra très probablement de financer toute leur retraite, mais ça peut faire partie, effectivement, d'un plus qui est toujours agréable, avec toujours l'idée que ces jours qui ont été transférés, qui ont été monétisés sur le PER, sortiront sans impôt sur le revenu du PER et pourront sortir, bien sûr, sous forme de capital. Ça, c'est important.
Donc voilà, et bien sûr bénéficier aussi d'une fiscalité plutôt attractive. Donc voilà à peu près. On a effectivement derrière, nous vous avons fait un petit tableau qui reprend un peu l'idée, hein, qui compare tout simplement l'impact fiscal d'une journée travaillée en paiement direct. Si on annonce à un salarié un salaire brut de 130 €, on sait que ça va coûter 195 € à l'entreprise, parce que effectivement, charge patronale. Dans le cas de la monétisation, pour un salaire brut, donc ce sera le même salaire brut qui sera versé sur le PER, les charges patronales de l'entreprise vont être plus basses et donc le coût sera plutôt de 156 €, donc déjà un gain pas négligeable. Et puis pour le salarié, la musique va être un peu identique, parce qu'il partira d'un 130 € brut, mais ce 130 € brut, alors avec des chiffres donnés pour exemple, qui ne sont pas obligatoirement valables pour tout le monde, mais avec ces 130 € bruts, le salaire net pour le salarié normal, entre guillemets, en cas de paiement direct, 701 €. Imaginons qu'il soit la première tranche marginale d'impôt. Les salariés concernés par cette démarche sont souvent des salariés qui sont imposables. On parle souvent plutôt de cadres ou d'agents de maîtrise, de chefs de travaux et ainsi de suite dans les entreprises. Donc, s'ils sont imposables, quand bien même il sera la première tranche marginale d'imposition, elle est quand même de 11%. Et donc, pour une dépense de 195 € pour l'entreprise, on arrivera à 90 € de pouvoir d'achat pour le salarié. Alors que dans la démarche effectivement de monétisation, ce seront 111 € qui pourront être épargnés sur le PER et pour un coût de l'entreprise moindre. Donc voilà, une démarche qui n'est pas inintéressante et je me répète, une démarche qui est pour l'entreprise, alors sans aucune, j'ai envie de dire, manip et qui ne va pas être une usine à gaz, loin s'en faut. Et puis, quelque chose qui se fait naturellement et qui, de toute façon, n'a pas besoin d'être mis en place, entre guillemets, parce que cette option, cette possibilité est ouverte à toutes les entreprises qui bénéficient d'un PERCO ou d'un PER maintenant, parce que le PERCO ne peut plus être mis en place chez nous. Alors, merci François pour cette partie. Avant de passer à la spécificité suivante, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, je n'ai pas mis en place de PER au sein de mon entreprise. Il vaut mieux le faire avec une banque, un conseiller en patrimoine ou avec la BTP. Alors, vous imaginez même que la question va être assez directe. Tous les dispositifs de PER que nous allons vous présenter sont des dispositifs de bonne qualité. Alors, le sujet n'est pas de critiquer la qualité des dispositifs de nos confrères. Je vous invite plutôt à le faire avec nous, parce que vous aurez la possibilité de bénéficier de cette particularité, parce que le flux entre la CIBTP, par exemple, pour le transfert des jours de congé et les banques, n'est pas aussi naturel et aussi simple qu'avec nous. Le PER, il va se permettre, si vous le travaillez, si vous le mettez en place avec nous, mais il aura l'avantage, si vous avez déjà, par exemple, la santé, la mutuelle chez nous, de donner aux salariés la possibilité de travailler, de consulter son dispositif sur un environnement qu'il connaît déjà. Donc, comme on le disait, il va plus se l'approprier. Ça, c'est important. Je mets de côté le courtier pour une raison très simple. Parce que le courtier, alors c'est pas qu'il va vous proposer un produit mauvais, mais c'est que le courtier, il va falloir financer tous les intermédiaires qui vont vous proposer le dispositif. Et avec un courtier, entre autres sur le thème des droits d'entrée, les droits d'entrée dans un dispositif seront plus importants parce qu'ils vont contribuer aussi, eux, à rémunérer le courtier, le distributeur. Donc voilà, un tas de raisons de plutôt travailler avec nous. Et la dernière raison, c'est que quand vous allez travailler avec nous, enfin, ce n'est pas la dernière parce que je pourrais en trouver beaucoup d'autres, mais quand vous allez travailler avec nous, vous allez travailler avec une structure, comme le disait Souela en début, qui vous propose tout le panel de l'épargne salariale, qui gère elle-même tout le panel de l'épargne salariale. Je mets en place un dispositif avec ProBTP ou avec SMA ou avec BTP Banque chez Regard BTP. Je sais que la gestion financière sera gérée par le groupe ProBTP. Je sais que la tenue de compte sera gérée par le groupe ProBTP. Je sais que quand je vais appeler quelqu'un au centre de gestion pour lui demander, que je sois salarié ou entreprise, pour lui demander des informations sur mon dispositif, je ne vais pas tomber sur un call center logé je ne sais pas où. Je vais tomber sur les personnes
sur les collaborateurs du groupe ProBTP qui gèrent l'épargne salariale au quotidien et qui, passez-moi l'expression, ont les mains dans le cambouis et savent de quoi ils parlent. Donc voilà. Et puis, le dernier que je vais vous donner, mais qui ne sera toujours pas le dernier, je pense aussi que la ProBTP est une structure paritaire, très clairement, et que par ce fait, on est un peu surveillé en termes de tarification. Et donc, les représentants, tant des salariés que des entreprises, nous demandent de faire attention. Et ça, on pourra en parler, et d'avoir une tarification qui soit propre et qui corresponde au coût de gestion en la matière. Donc, j'ai envie de dire, en exagérant un peu, il n'y a pas de photo, autant travailler avec nous, mais sans critiquer les autres dispositifs. Alors, question suivante. Possible d'avoir un conseiller qui vienne nous faire une présentation au sein de notre société à l'ensemble du personnel? Bien sûr, et j'ai envie de dire possible, et ça c'est le travail en fonction de votre localisation, de votre délégué départemental ou de votre conseiller artisan, qu'on peut accompagner nous, si besoin est, et j'ai envie de dire possibilité et recommandé même, parce que c'est toujours très intéressant pour les salariés d'avoir en face d'eux quelqu'un de chez ProBTP qui va leur parler du dispositif qui a été mis en place. Ça fait partie de notre accompagnement et c'est très important. Donc, nous vous transmettrons les coordonnées. On a également une autre question. La démarche de dépôt des jours de congé non pris est-elle la même pour la caisse de congé des TP? Alors, petit sujet sensible. Non. La caisse des congés des TP, la CNETP, n'a pas encore le flux que je vous ai décrit. On est vraiment dans une démarche avec la CIBTP. Alors, c'est en effet la grande majorité des structures avec lesquelles on travaille. Pour la CNETP, c'est plus compliqué parce que le flux, contrairement à ce que je vous expliquais pour la CIBTP, doit passer par l'entreprise. Mais juridiquement, c'est complètement possible. Et la CNETP n'a pas, et ne fait pas, on ne va pas l'accuser de ça, de rétention de jours de congé. Merci François. Moi, j'avais d'autres questions à te poser. Est-ce qu'il y a une action de la part de l'entreprise dans le transfert des jours de congé vers un plan d'épargne retraite? À part tout simplement co-signer le document que nous avons vu sur la présentation avec le salarié et l'envoyer à la CIBTP. C'est souvent l'entreprise qui a cette démarche d'envoi plutôt que le salarié, mais pas plus, non. Parce que comme je disais, les flux ne passeront pas par l'entreprise. Et les jours de RTT sont-ils concernés par le dispositif? Alors, les jours de RTT sont concernés par le dispositif, mais comme on le sait tous, les jours de RTT ne passent pas par la caisse des congés payés. Donc là, il y a un autre document que nous pouvons vous fournir à remplir par l'entreprise et le salarié, à co-signer par les deux. Et effectivement, le flux viendra directement de l'entreprise. Mais c'est possible et avec exactement les mêmes avantages fiscaux et sociaux. Et dans ce cas, comment est-ce que ça fonctionne lorsque l'entreprise a mis en place un accord de CET? C'est ce qu'on évoquait, effectivement. Quand l'entreprise a mis en place un accord de CET, son premier réflexe, ça va être essayer de dégonfler, entre guillemets, ce passif social, donc de proposer aux salariés de sortir les fonds. Et donc, ce sera exactement la même démarche que pour des jours de RTT. Le flux passera de l'entreprise à Regard BTP. Je te remercie François pour tes réponses. Volontiers, avec plaisir. On va pouvoir passer à la spécificité suivante. Alors, spécificité qui est, entre guillemets, moins technique, mais qui était un point d'attention, une constatation qui était plutôt sympathique. On a regardé, on a un peu étudié, et là, on va passer plutôt sur le thème de l'intéressement, qui va nous occuper quelques minutes. Nous avons regardé quel était le taux d'investissement des salariés qui bénéficiaient chez nous d'un dispositif d'intéressement. Ou plutôt, quel était le taux d'investissement des salariés dont les entreprises proposaient un dispositif d'intéressement et donc une prime d'intéressement. Et nous avons constaté que près de la moitié des salariés, pour être précis, 49% des salariés bénéficiant d'un accord d'intéressement via nos dispositifs décident d'investir leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne. Ça traduit quoi? Ça traduit qu'effectivement, les salariés ont globalement une bonne appropriation du dispositif parce qu'ils placent ou ils laissent leur épargne être placée sur le plan d'épargne. Ça veut dire qu'ils ont compris que en le plaçant, ils échappent à l'impôt sur le revenu. Pour rappel, la moitié des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais l'autre moitié en paye. Donc ça veut dire que cette moitié-là, parce que les entreprises du BTP correspondent à une photo globale de la société française, ces salariés-là
qui payent de l'impôt décident plutôt de placer leur intéressement. Donc, ils ont compris et, j'ai envie de dire, bien intégré la notion de taux d'efficacité de l'épargne salariale. Je paye moins de charges sociales, c'est pour ça que je le place ou pas, ce sera la même histoire. Mais en revanche, j'échappe à l'impôt sur le revenu. Donc, ils vont jusqu'au bout et ils profitent jusqu'au bout des avantages de l'épargne salariale. Et ça montre aussi que, et c'est ce qu'on revenait, j'ai envie de dire, c'est presque un argument supplémentaire à donner à la question qui nous a été posée, ça veut dire que les salariés ont aussi confiance effectivement dans le groupe ProBTP pour aller déposer leur épargne et laisser cette épargne quelques années, nous la confier quelques années. Et puis, ça montre en effet du côté des entreprises j'ai envie de dire que ce dispositif reste attractif. Les dispositifs d'intéressement, on l'a bien vu, l'idée c'est d'accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse attirer, fidéliser ses talents, bénéficier d'un cadre fiscal avantageux. On va le voir aussi bénéficier d'un cadre fiscal avantageux avec pas mal de souplesse quand même, et ça c'est l'avantage de l'épargne salariale, lié à un cadre fiscal avantageux et de la souplesse pour le chef d'entreprise. Et puis, un bon accord d'intéressement, il a une vocation, c'est améliorer le résultat de l'entreprise. Il y a un adage qui dit qu'un accord d'intéressement se paye par lui-même parce qu'il a été vecteur de motivation, vecteur d'amélioration du résultat. Et donc, la prime d'intéressement, j'ai envie de dire, s'auto-financerait quand l'accord d'intéressement a été mis en place d'une façon ajustée à la situation de l'entreprise. Je vous montre, nous vous montrons ce petit schéma, ce petit tableau. Alors, je ne vais pas repartir sur l'histoire de la prime traditionnelle parce que ça correspond à peu près à la même, au même exemple, alors avec des chiffres différents parce qu'on est parti d'un montant brut de 1 000 euros, mais ça correspond à peu près à ce qu'on vous a expliqué en comparant la fiscalité des jours de congé transférés et un paiement habituel, traditionnel. Là, on le compare à de l'abondement ou à de l'intéressement. On va plutôt parler d'intéressement dans les prochaines minutes, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, c'est encore mieux avec l'intéressement ou l'abondement, parce que pour le coup, pour toutes les structures, pour l'intéressement entre 1 et 249 salariés, il n'y aura aucune charge patronale. Ça, c'est important. Donc, la fiscalité est plutôt sympathique. Donc, quand je suis une structure entre 1 et 249 salariés pour l'intéressement et entre 1 et 49 salariés pour une politique d'abondement, tous les flux, j'ai envie de dire, d'abondement et d'intéressement qui passeront de l'entreprise aux salariés échapperont à toute charge patronale parce que les entreprises ne seront pas assujetties au forfait social. Et puis derrière, à nouveau, une histoire sympathique pour les salariés, parce que pour le coup, dans le cas de l'abondement ou de l'intéressement, de toute façon, pas de charge salariale, hormis les fameux 9,7% de CSG CRDS. Et donc, un taux d'efficacité, pardon, je parle trop vite, de 90% comparé à un salaire qui a un taux d'efficacité de 48%. Nous avons effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais toujours pris l'exemple d'un salarié dont l'impôt sur le revenu était de 11%. Donc, intérêt à proposer à ces salariés un dispositif d'épargne salariale, intérêt avec ces salariés de proposer à ces salariés un dispositif qui puisse, et on va commencer à évoquer ce point-là, qui puisse permettre à l'entreprise de partager la valeur qui est créée. Et ça, c'est important parce qu'on va le repréciser, mais une réglementation va arriver en 2025 et va inciter, on va même prendre les mots et les bons termes, obliger les entreprises à partir de 11 salariés de partager la valeur qui est créée dans leur structure avec leurs salariés. Et nous, on pense qu'une des bonnes solutions, et on développera ça, serait de proposer, de mettre en place dans les structures un accord d'intéressement. Alors, un accord d'intéressement, ça peut être compliqué pour les entreprises. Les entreprises peuvent se dire zut, il va falloir qu'on ait un accord propre à l'entreprise, qu'on rédige quelque chose. Oulala, on n'a pas envie d'y aller. C'est pour ça que le BTP, l'environnement du BTP a pensé à toutes les entreprises du secteur et a mis en place un accord d'intéressement de branche. C'est quoi cette histoire? C'est une solution qui est pensée par le BTP, pour le BTP. C'est toujours la même démarche. Et donc, c'est un dispositif qui a été signé tant par les organisations patronales que salariales.
Donc, c'est bien un accord qui a été mis en place, qui est destiné à toutes les entreprises du BTP. Alors, pour le coup, pas de différence entre le bâtiment et les travaux publics, qui, effectivement, peut être utilisé par chacun. Alors, avec une formule qui n'est pas très contraignante, parce qu'on va le voir, l'accord d'intéressement dit aux entreprises qui y adhèrent, vous allez distribuer 5% de votre résultat courant avant impôt. Et puis, derrière, on pourra y mettre des options, nous allons en parler, dont une qui va être relative à l'entretien du matériel et à la durée de vie du matériel. Parce que les clients, nos clients, on le sait très bien, en discutant avec eux, en échangeant avec eux, un de leurs sujets, c'est le matériel qui n'est pas entretenu, qui est abîmé, qui est perdu par leurs collaborateurs. Et voilà, c'est bien une solution pensée par et pour le BTP. Il a été mis une option à cet accord d'intéressement de branche qui permet, j'ai envie de dire, de donner un peu plus d'intéressement ou un peu moins d'intéressement en fonction de cet indicateur de performance. Donc, nous, notre démarche, elle est laquelle? Elle est de dire, une entreprise peut mettre en place cet accord d'intéressement de branche si elle ne demande pas d'option, on va voir ce qu'il en est exactement, avec une formule qui n'est pas très contraignante, parce que c'est que 5% du résultat courant avant impôt. Elle peut le mettre en place par une décision d'une entreprise, et il suffira effectivement, simplement, que nous sommes toujours dans la démarche d'accompagnement de l'entreprise dans toute cette mise en place, que nous rédigions un document de raccordement à l'accord de branche que l'entreprise devra déposer sur la plateforme téléaccord du gouvernement, donc de la direction du travail, qui en plus fonctionne de mieux en mieux et ne pose plus aucun souci pour les dépôts. Donc l'idée est là, c'est vraiment un dispositif qui permet d'aligner les performances de l'entreprise avec la satisfaction des salariés. C'est de permettre aux salariés de voir qu'ils peuvent contribuer effectivement par leur travail et leur investissement dans l'entreprise à son résultat, et donc d'en bénéficier. On est complètement dans la philosophie du gouvernement avec la démarche de partage de la valeur. Alors, comment ça fonctionne? Alors, un premier régime qui serait sans option, donc on ne parle pas, entre autres, de l'option relative à l'entretien du matériel. Donc, pour toutes les structures jusqu'à 49 salariés, excusez-moi, il suffit simplement, par une notification de la directe que nous allons vous rédiger, de dire « Ok, moi j'adhère à l'accord d'intéressement de branche et je vais distribuer 5% de mon résultat courant avant impôt. » Alors, la formule est un peu alambiquée parce qu'elle met en place une éventuelle participation qui aurait été distribuée, qui sera distribuée par l'entreprise. L'entreprise jusqu'à 49 salariés, logiquement, ne distribue pas de participation pour la grande majorité d'entre eux. Donc, je distribue 5% dans cet accord de mon résultat courant avant impôt. Je le distribue proportionnellement au salaire. Et bien sûr, je respecterai les plafonds fixés par le Code du travail. Alors là, et surtout avec cette formule-là, nous sommes assez tranquilles en termes de plafond, parce que, excusez-moi, le plafond global de masse d'intéressement à distribuer ne peut pas excéder 20% de la masse salariale, y compris le revenu du chef d'entreprise. Je fais un peu de teasing, mais je vais revenir là-dessus. Et ne peut pas dépasser par salarié les 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. On parle quand même de plus de 30 000 euros. Donc, je souhaite à toutes les entreprises de pouvoir distribuer 30 000 euros d'intéressement à leurs salariés. Mais même dans les grandes entreprises du CAC 40, on y arrive très rarement. Donc, je reprends une répartition proportionnelle au salaire avec les 5% du RCAI. Le chef d'entreprise en est aussi bénéficiaire. Et ça, c'est important. L'accord d'intéressement, on va partager ensemble la réussite de l'entreprise. Le chef d'entreprise en est aussi bénéficiaire, sauf que lui, quand bien même la répartition est proportionnelle au salaire, qu'il soit TNS ou pas, parce que les TNS sont aussi concernés, on prendra en compte pour répartir cette masse d'intéressement le salaire de la personne la mieux rémunérée à part lui dans l'entreprise. Voilà, donc il y a un effet un peu plafond pour le chef d'entreprise qui fait qu'il ne pourra pas avoir très concrètement une prime d'intéressement plus importante que celle du salarié, entre guillemets, à nouveau le plus gâté dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la première solution. Il suffit de cocher une case sur un document que les chargés d'affaires pro BTP pourront vous communiquer, et puis on vous accompagne dans tout le process. Et puis après, vous pouvez, vous, dire on voudrait donner quelques options à cet accord d'intéressement de branche qui est proposé. Donc, on va faire un avenant, nous, on va vous rédiger un accord d'avenant à l'intéressement de branche. Ça nécessitera une négociation avec les salariés.
Et très honnêtement, négocier avec les salariés, ce n'est pas un sujet parce que c'est plutôt les informer que l'entreprise va donner un plus. Donc, j'ai rarement vu une négociation d'accord d'intéressement qui capotait. Et puis là aussi, nous sommes là pour vous accompagner dans la communication auprès de vos salariés, pour bien leur expliquer que c'est un plus qui est donné par l'entreprise, pour bien leur expliquer, ce qui est d'ailleurs légal, que ça ne vient pas se substituer à un mode de rémunération existant. Donc, nous allons pouvoir travailler avec vous pour faire évoluer le taux, par exemple, relatif au RCI, mettre un seuil de déclenchement, travailler sur le mode de répartition. Là, la répartition, quand il n'y a pas d'option, est proportionnelle au salaire. On ne va pas prendre le salaire contractuel, on va prendre le salaire correspondant aux jours réellement travaillés dans l'année. Mais on peut dire, non, j'ai plutôt envie de lisser l'histoire. Et donc, alors on ne va pas donner la même somme à chacun, bien sûr, mais on va plutôt proposer pour tout ou partie de la masse d'intéressement de le distribuer proportionnellement au temps de travail. Donc, ça veut dire que si on distribue 100% de l'intéressement proportionnellement au temps de travail, on lissera l'effet salaire et que le chef d'entreprise et l'apprenti qui lui aussi est concerné par l'histoire auront la même prime d'intéressement s'ils étaient présents toute l'année. Donc, ça, c'est la réflexion de l'entreprise. C'est toujours dans l'idée de montrer que l'épargne salariale va s'adapter aux besoins de l'entreprise, au message que veut passer le chef d'entreprise. On peut le faire aussi avec un accord d'intéressement et avec l'accord d'intéressement de branche. Parce que là, il s'agira simplement d'une option à l'accord d'intéressement de branche, entre guillemets, donc d'un avenant, mais l'entreprise sera toujours dans le cadre de l'accord d'intéressement de branche, avec ou sans option, c'est la même histoire. Donc, ça veut dire que c'est qu'elle a adhéré à quelque chose qui a déjà été déposé, qui a déjà été validé. Donc, j'ai envie de dire qu'en termes juridiques, elle a une assurance supplémentaire. Et puis, si la réglementation impose un avenant sur tous les accords d'intéressement, quel qu'il soit, cet accord d'intéressement, il sera effectivement, c'est à nous de faire l'avenant, il n'y aura pas de démarche à faire pour l'entreprise. Donc, vraiment, cette notion de simplification qui est importante. Zoom sur les dépenses de matériel, là, je ne m'étends pas, mais effectivement, cet accord d'intéressement de branche peut être ajusté en fonction de cet indicateur de performance, donc lié à la diminution ou à l'augmentation des coûts liés au remplacement et à la réparation du matériel. On va travailler sur une comparaison par rapport à l'année précédente. Et bien sûr, si cet indicateur est positif, donc si les coûts sont un peu supérieurs, ça va être un coefficient qui va minorer l'intéressement global. Et si effectivement les coûts sont inférieurs, ça peut majorer l'intéressement global qui sera distribué aux salariés. Alors, on parle beaucoup du BTP, on parle beaucoup des entreprises effectivement correspondant à cette convention collective qui donc bénéficient de l'accord d'intéressement de branche. Si dans les groupes des entreprises que vous suivez, ces entreprises sont plutôt des architectes, des géomètres, des promoteurs. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'univers pro BTP, les entreprises du secteur de la construction. Elles ne peuvent pas adhérer à l'accord d'intéressement de branche, c'est très clair. Après, nous, on peut effectivement leur proposer un accord d'intéressement propre, rédiger un accord d'intéressement propre, et cet accord d'intéressement propre correspond à l'accord d'intéressement. Vous pouvez penser à couper vos micros, je suis désolé d'être un peu... Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment pour nous, que ce soit des entreprises dépendant de l'accord d'intéressement de branche ou une entreprise du secteur de la construction, nous avons complètement la capacité de s'adapter aux demandes des structures, de définir des seuils de déclenchement, comme je le disais, des tranches de calcul, tout ce qui est possible de façon assez simple, et donc vocation toujours d'accompagner les entreprises, je me répète, tant dans la communication aux salariés que dans la rédaction des dispositifs et des accords. Je ne vous ai pas parlé d'une petite chose, deux petits points pour finir sur l'intéressement. Bien sûr, toute entreprise, qu'elle ait un accord de branche ou pas, ou un accord de lié, chaque année, le chef d'entreprise pourra proposer un supplément d'intéressement. Et ça, sans jeu de mots, c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que moi, chef d'entreprise, je propose un intéressement qui a vocation à distribuer, je me suis basé sur l'accord d'intéressement de branche sans option, 5% du RCAI. Mon RCAI de 100 000 €, j'ai 10 salariés, ou j'ai 11 salariés, donc je dois répondre à l'ANI, on va en parler. Dans ce cas-là, je vais distribuer 5 000 €. J'ai envie de distribuer un peu plus, je peux effectivement, dans ce cadre-là, dire je ne distribue pas 5 000 €, mais je distribue 7 000 €, 8 000 €, 9 000 €, je ne sais pas, ce qui voudra bien distribuer.
et sans avoir besoin de se référer à l'atteinte d'un résultat. Là, c'est le bon vouloir, dans le bon sens du terme, du chef d'entreprise. Donc, ça lui donne une énorme souplesse. Pas simplement qu'il envoie un petit document et qu'on lui rédigera à la direction du travail. Mais voilà, sans aucune négociation, sans aucune anticipation, il va pouvoir effectivement proposer un supplément d'intéressement une année et pas le proposer l'année suivante. Donc, à nouveau, c'est un peu comme la politique d'abondement que vous connaissez. On ne crée pas de mode de rémunération pérenne et on se donne une énorme souplesse. Et ça, c'est un des grands avantages de l'épargne salariale. C'est pour ça que je finis là-dessus. Avantage, effectivement, de l'épargne salariale, la fiscalité et bien sûr la souplesse pour le chef d'entreprise. Je ne vous le raconte pas parce que ça, vous le savez toujours. Vous le savez tous, pardon, mais chaque salarié aura bien sûr la possibilité, quand on lui aura donné sa prime d'intéressement, de dire je la place ou je ne la place pas. Et donc, il va falloir interroger le salarié. Si je ne place pas ma prime d'intéressement, si je la perçois directement, la seule contrainte, elle sera pour le salarié et uniquement pour le salarié, c'est de la rendre imposable, mais toujours le même traitement social. Et bien sûr, elle échappera à l'impôt sur le revenu si elle est placée sur le PER. L'entreprise peut tout à fait inciter le salarié à placer sur l'un ou l'autre des plans d'épargne en proposant une politique d'abondement qui peut être spécifique à l'intéressement, qui ne concernerait pas obligatoirement les jours de congé, pas obligatoirement les versements volontaires, donc avec un taux compris entre 0 et 300%. Et dans cet environnement-là, suite à la décision de l'entreprise, nous proposons de se substituer à l'entreprise pour le traitement des campagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que l'entreprise nous aura communiqué toutes les données relatives à la masse d'intéressement, au mode de répartition, nous allons interroger nous-mêmes les salariés. Nous allons nous-mêmes recueillir, soit sous forme de courrier, soit via le site ProBTP, leurs réponses, je place ou je ne place pas, et nous allons réaliser l'opération, c'est-à-dire que nous allons soit payer directement le salarié, soit effectivement placer sur le support de gestion qu'il aura défini. C'est une démarche qui n'est pas inintéressante parce que ça permet aussi de dissocier l'intéressement d'un mode de rémunération actuel parce que pour le coup, ce ne sera pas traduit par une feuille de paye ou par un document avec le logo de l'entreprise. Il faudra bien sûr que l'entreprise communique en amont pour dire vous allez recevoir, mais vous allez recevoir de Regard BTP un document spécifique et qui vous permettra de faire le choix de placer ou pas votre intéressement. Donc, nous vous accompagnons, nous continuons de vous accompagner aussi dans la vie de votre dispositif. Nous avions une question avant de passer à la séquence suivante. Alors, allons-nous fournir un tableur aux entreprises pour mesurer la perte ou la détérioration de matériel? Sinon, quel support pourra permettre l'évaluation? Alors, je vous donnerai effectivement, nous pourrons vous communiquer le texte exact de l'accord d'intéressement qui explique tout ça. Effectivement, pour le moment, je vais être très honnête, on n'a pas encore créé de petit tableur pour permettre à l'entreprise, mais on se réfère à des soldes intermédiaires de gestion, donc du code comptable. Alors là, c'est plus votre métier que le mien pour les experts comptables et les comptables qui sont autour de nous, mais il est précisé effectivement sur quel compte il faut se référer et comment il faut travailler ça. Et une autre petite question, Regard BTP se fait-il épauler par un intervenant extérieur pour un accord plus sophistiqué et personnalisé? Dans ce cas, quel serait le tarif des honoraires? Alors, on peut vous accompagner sur des accords, nous, déjà relativement personnalisés, avec des seuils, avec des critères financiers un peu plus compliqués, on peut le faire par échelonnement, entre guillemets, par marche. Après, nous avons un partenaire qui peut vous accompagner effectivement sur la rédaction d'un accord. Et nous, on ne viendra pas se mêler des accords d'intéressement à partir du moment où ils ne se réfèrent pas à des critères financiers. Parce qu'un accord d'intéressement peut ne pas se référer à des critères financiers, mais là, il faut vraiment un grand spécialiste pour les mettre en place, parce que ça veut dire qu'une entreprise pourrait être amenée à distribuer de l'intéressement sans dégager de résultats. Ça peut être volontaire dans une entreprise qui débute, dans un business plan qui débute, mais dans ce cas-là, effectivement, nous pouvons vous donner les coordonnées d'un partenaire qui a plutôt pignon sur rue, qui est connu sur la place. En termes d'honoraires, tout dépendra de l'option que vous aurez choisie. Et ça, les contacter ne vous engage à rien. N'hésitez pas à nous demander ces coordonnées. C'est un cabinet qui s'appelle NCRR. Merci François. Et je vous confirme que vous allez bien recevoir le support de cette présentation. Alors, j'ai plus que 5 minutes pour vous parler de la loi de partage de la valeur. C'est pour vous dire qu'effectivement,
toutes les entreprises vont, à partir du 1er janvier 2025, devoir partager la valeur qui est créée en leur sein avec leurs salariés. La règle, elle est toute simple. À partir du moment où l'entreprise a au moins 11 salariés, donc ça va principalement concerner les entreprises de 11 à 49, parce qu'à partir de 50, logiquement, j'ai de la participation. À partir du moment où j'ai eu sur les années précédentes un bénéfice net fiscal supérieur à 1% de mon chiffre d'affaires, donc en 2025, ça va concerner 22, 23 et 24, très logiquement, je vais devoir proposer un dispositif de partage de la valeur à mes salariés. Alors, la première solution qu'on a tous en tête, et qui n'est pas celle qui aura notre préférence, vous imaginez bien, c'est la prime de partage de la valeur, la fameuse prime Macron. Et puis sinon, c'est les solutions d'épargne salariale. Donc, ça peut être la participation volontaire. Oui, pourquoi pas. Ça peut être l'intéressement. On proposera plutôt ça aux entreprises. Ou ça peut être simplement de mettre en place une politique d'abondement au versement volontaire sur un dispositif d'épargne salariale. Donc, je propose à mes salariés de les accompagner dans un effort d'épargne parce que tout va bien dans l'entreprise. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un fait générateur du salarié pour se constituer une épargne. C'est une solution qui est tout à fait valable aussi. Voilà. Donc, nous, on pense plutôt que l'intéressement correspond, j'ai envie de dire, à la démarche de partage de la valeur. Alors, pour quelques raisons assez précises, déjà, que ça s'adresse à tout le monde. Et c'est ça aussi l'idée, c'est que l'intéressement, contrairement à la prime de partage de la valeur, s'adresse à tout le monde dans l'entreprise, du chef d'entreprise à l'ensemble de ses salariés, et chacun va être traité de la même façon, qu'il soit chef d'entreprise ou apprenti, de façon fiscale et sociale. Donc, il n'y a pas cette différenciation entre les salariés qui ont une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC et ceux qui ont une rémunération inférieure. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est aussi une opportunité pour le chef d'entreprise. Ça, c'est important, c'est se dire, j'ai une contrainte, on va appeler la prime la loi pour ce qu'elle est. Il y a une contrainte qui est imposée aux entreprises. Pourquoi on n'en fait pas une opportunité? On en fait une opportunité pour se dire, je vais en faire un outil de motivation des salariés, je vais en faire un outil de fidélisation, je vais grâce à ça, en communiquant et à nous de l'accompagner, j'ai envie de dire, permettre à l'entreprise d'acquérir une meilleure rentabilité. Derrière, moi aussi, en tant que chef d'entreprise, je vais en profiter. Et puis, entre nous, dans les entreprises, dans les PME et les TPE, il n'y a pas de raison, parce que le chef d'entreprise, c'est bien le sens de la loi. De toute façon, il contribue clairement aussi j'ai envie de dire, à la rentabilité de l'entreprise, ô combien. Donc ça, c'est important. Donc, on traite tout le monde de la même façon. Deuxième point, on exclut les intérimaires. Parce que la PPV, la prime de partage de la valeur, elle inclut les intérimaires. Donc, ce n'est pas toujours très sympa pour un chef d'entreprise de se dire, je dois faire partager la valeur à mes salariés et aussi à mes intérimaires, alors que mes intérimaires, entre guillemets, ils font le passer. Et puis eux, ils ont déjà, ils s'attendent, s'ils sont dans une grosse structure d'intérim, de la participation, de l'intéressement payé par leur employeur. Donc voilà, donc un levier de motivation, de fidélisation de votre activité, ça on en a parlé. Un moyen quand même de répondre à tous les salariés, parce que le salarié qui voudra placer directement son intéressement pourra le faire, mais celui qui en a peut-être besoin pour augmenter son pouvoir d'achat, ça va aussi répondre à sa demande. Ça, c'est très clair. Ça veut dire que vous, par rapport à cet intéressement, vous pouvez aussi proposer un abondement, peut-être plutôt dans le plan d'épargne retraite, pour motiver une certaine catégorie de salariés, et pour le chef d'entreprise, parce que quand je disais vous, je m'adressais effectivement au chef d'entreprise, et puis pour penser à vous, vous serez peut-être, vous, en tant que chef d'entreprise, intéressé pour aller placer votre intéressement dans le PER, surtout si vous avez défini une politique d'abondement sympathique dans le PER. Et puis si en tant que chef d'entreprise, si en tant que chef d'entreprise, il est le seul à en profiter, ou elle est le seul à en profiter, la seule à en profiter, il n'y a pas de débat, c'est complètement légal, c'est proposé à tout le monde. Bien sûr, l'exonération fiscale, si c'est placé, impact financier décalé. Alors, je ne vous dis pas, attendez le 1er janvier 2025 pour proposer quelque chose à vos salariés. Il est, à mon avis, intéressant de devancer l'appel, entre guillemets, parce que ça permet quoi? Ça permet aussi de communiquer, parce que une bonne prime d'intéressement, un bon dispositif d'épargne salariale, la communication est importante, de dire, avant de répondre, je réponds à la loi avant qu'elle ait été mise en place. Donc, en termes d'outils de motivation, alors, je pense qu'on marque des points. Mais imaginons que je mette en place un accord d'intéressement en 2025. Il faudra que je le signe au plus tard le 30 juin 2025. Ça, vous le savez. Et l'impact financier, l'impact en termes de trésorerie, il ne sera qu'en 2026, quand bien même l'intéressement impactera comptablement l'exercice 2025. Mais l'impact en trésorerie est décalé.
Donc ça peut être intéressant pour les entreprises qui rechignent un peu à mettre en place ce genre de dispositif. Puis l'intéressement ne fait pas partie du revenu fiscal de référence, ce qui peut avoir un impact, effectivement, pour certains salariés, contrairement à la prime de partage de la valeur. J'ai 2 minutes, même pas, pour vous parler des 3 nouveaux cas de déblocage anticipé qui vont arriver en 2024. Nous attendons les décrets d'application. Un premier, alors ça va intéresser tout le monde, et puis ça va intéresser les entreprises du BTP à double titre. Les dépenses liées à la rénovation énergétique de la résidence principale vont pouvoir rentrer dans les cas de déblocage anticipé, et là uniquement du plan à 5 ans, du PEI, c'est important. Donc ça va intéresser les salariés, puis ça va intéresser les entreprises qui sont dans ce secteur-là, parce que ça va être des moyens financiers supplémentaires pour que les particuliers puissent effectuer ces travaux. Donc ça, c'est très positif. L'acquisition d'un véhicule neuf, propre, j'ai été trop propre, neuf ou d'occasion, ça veut dire que là, ça concerne tous les Français. Alors, en véhicule propre, on parle d'un véhicule très probablement hybride ou électrique, mais aussi d'occasion. Donc, ça permettra à un plus large panel de personnes d'en profiter. Et ça, c'est important. Et puis, bon, cas moins heureux, mais qui est important. Et c'est bien qu'il ait été proposé. Les dépenses qui seront engagées en tant que proches aidants, que ce soit des parents vieillissants, que ce soit des enfants ayant besoin d'être aidés, enfants handicapés, je pensais plutôt à ça, pourront générer un cas de déblocage anticipé. On attend d'avoir les décrets exacts pour savoir comment ça va fonctionner. De toute façon, c'est à nous, toujours dans la démarche d'accompagnement, d'accompagner les salariés. C'est nous qui gérons les cas de déblocage, que ce soit dans le pays, les nombreux cas, ou que ce soit les cas plus rares dans le PER. Donc, toujours la vision d'une épargne salariale qui est souple, qui est fiscalement intéressante, et puis qui, avec ces cas de déblocage anticipé, correspond de plus en plus aux besoins des salariés, parce que je le dis souvent, quand je rencontre des salariés, quand on épargne, le but, c'est pas de laisser son argent chez Regard BTP. Nous, on est très contents de la gérer, de les accompagner à la faire fructifier, mais l'objectif d'une épargne, c'est de pouvoir l'utiliser pour des objectifs, quels qu'ils soient. Hop là, j'étais trop vite. Donc, ce qu'il faut retenir, oui, en quelques secondes, notre accompagnement, la simplification des démarches, ça c'est très important. Donc, nous démystifions l'épargne salariale, c'est quelque chose qui peut être mis en place de très simple, et on peut avoir un dispositif abouti de façon très simple. Notre capacité à accompagner les entreprises du BTP et celles qui travaillent avec la CIBTP dans la gestion de leurs jours de congé, donc leur donner un peu plus de souplesse dans la gestion de leur planning, et puis proposer quelque chose de sympathique aux salariés. L'attractivité de l'épargne dans le BTP, donc c'est pas une idée, mais c'est que l'épargne du BTP répond aux attentes des salariés. Notre intéressement de branche, qui est sécurisant pour les entreprises et qui est aussi source de simplicité, de simplification des démarches. Et puis, faisons de la loi de partage de la valeur une opportunité pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise, parce qu'eux aussi ont bénéficié de ce partage de la valeur avec l'intéressement. Voire l'abondement, parce que n'oublions pas que l'abondement peut être aussi une réponse à la loi de partage de la valeur, une réponse très simple à mettre en place. Alors, merci François pour cette présentation. Merci à vous également pour votre participation et votre écoute. Donc, je vous le rappelle, cette présentation, également le lien du replay va vous être transmis dans les prochains jours par emailing. Donc, n'hésitez pas à revisionner ou à partager autour de vous ce lien et ce support. Et également, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn Regard BTP. Nous publions de façon hebdomadaire des informations spécifiques sur l'épargne salariale et également donc sur des dispositifs spécifiques BTP. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir.